La situation en Asie de l'Ouest, compte tenu du conflit entre les États-Unis et l'Iran, nous avons appris que Steve Whitcomb se trouve en Israël, où il discute avec des Israéliens des négociations. Que demande Israël? Quels sont les principaux points de vue du côté israélien? Et comment serait-il possible de parvenir à un accord, en tenant compte de la position israélienne, pour aboutir à un accord entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, tout d'abord, je ne pense pas que le point de vue israélien, en tant que tel, doive intervenir dans les négociations. Je pense que ce qui s'est passé en juin dernier, lorsque des négociations avaient lieu à Oman et que l'Iran négociait de bonne foi pour tenter de désamorcer la situation et parvenir à un arrangement amiable avec les États-Unis, visait à apaiser les Israéliens. Ce que les Israéliens ont fait, cependant, c'est profiter de cette occasion pour lancer une attaque surprise contre l'Iran. Non seulement une attaque surprise, mais aussi une tentative d'éliminer son gouvernement et sa direction, ainsi que de déstabiliser le pays. Alors, vous savez, cet acte de guerre effronté qu'ils ont mené absolument en partenariat avec les États-Unis. Et vous savez, ils aiment faire semblant qu'il y a ce jeu du bon et du mauvais flic, cette comédie entre les États-Unis et Israël. C'est le même genre de bon et de mauvais flic avec l'OTAN et l'Ukraine. Vous savez, l'Ukraine est autorisée à attaquer la Russie, et l'OTAN dit, eh bien, ou les États-Unis disent, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. C'est Zelensky, il est juste un peu trop impulsif. Désolé qu'il ait essayé de vous assassiner, Vladimir Poutine. Vous voyez, et cela bloque tout progrès potentiel dans les négociations. C'est la même chose ici. Les États-Unis font semblant qu'Israël est ce chien enragé qu'ils tiennent en laisse et qu'ils n'ont pas vraiment un contrôle total sur Israël. Écoutez, chaque aspect de l'armée israélienne, chaque aspect, est coordonné, soutenu et facilité par les États-Unis à 100%. Donc, à mon avis, eh bien, tout d'abord, les Iraniens le savent, évidemment. Une grande partie de tout cela n'est que du théâtre pour les relations publiques, pour la géopolitique, pour servir les intérêts de Washington. Maintenant, Steve Witkoff n'est pas vraiment un diplomate. Il n'a aucun poste officiel au sein du département d'État américain, ni de la Maison-Blanche. C'est un envoyé spécial, mais il n'a pas été confirmé par le Sénat. Et si l'on regarde ses résultats, cela fait maintenant plus de 12 mois. Prenons l'Ukraine et Gaza, par exemple. Ce sont des échecs patents, des échecs totaux. Ça n'a pas vraiment donné grand-chose. Oui, il se dirige vers une sorte d'accord, peut-être en Ukraine, mais ça prend une éternité. Et c'est semé de problèmes. À Gaza, c'est une catastrophe totale. Witkoff et Kushner, le gendre du président, ont en gros trahi les Palestiniens pour faire place à, tu sais, une sorte de complexe 5 étoiles, une communauté planifiée, pilotée par l'IA pour milliardaires sur la bande de Gaza, construite sur les corps de centaines de milliers de Palestiniens autochtones. Voilà donc ce que Steve Witkoff recherche vraiment. Les opportunités économiques, puis faire ce qu'il considère juste pour Israël. Ce n'est pas un envoyé américain, c'est un atout israélien, Steve Witkoff. Il prend la parole lors d'événements du lobby israélien, de dîners de gala, pendant les négociations. Il est là, tu sais, en train de faire son numéro à New York devant le lobby israélien, ce qui est tout simplement inacceptable si l'on est impliqué dans quelque chose de sérieux. Donc tu sais, Israël a déjà fait connaître ses exigences à Washington. Et maintenant, si les États-Unis voulaient s'en écarter quelque peu, en d'autres termes, si Donald Trump a certains besoins politiques qui l'obligent à donner une certaine image au public américain, à son parti, au lobby israélien sur le plan intérieur, cela peut être distinct des calculs militaires. Il y a des rapports selon lesquels les États-Unis et Israël ne seraient pas totalement coordonnés sur la stratégie pendant cette phase d'escalade militaire.
this round of military escalation. I don't know. I can't tell you whether I believe that or not. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire si je crois cela ou non. Ce que je pense en revanche, c'est que pour les États-Unis, Israël veut renverser le gouvernement iranien. Point final. Non seulement cela, mais ils veulent aussi diviser l'Iran en régions plus petites. Ils veulent lui faire subir le même sort que la Syrie. D'accord? C'est ce que veut Israël. Tout le monde le sait. Mais Israël ne peut rien faire sans entraîner les États-Unis pour faire le gros du travail à sa place. C'est là la différence. Donc, c'est une affaire à trois. Ce n'est pas une affaire à deux entre les États-Unis et les Iraniens. C'est une affaire à trois. Israël, les États-Unis et l'Iran. Et si les États-Unis ou Israël lancent une nouvelle guerre d'agression non provoquée contre l'Iran, et si les Iraniens ripostent, ce ne sera plus une affaire à trois. Vous parlez de 6, peut-être 7 pays qui vont être immédiatement impliqués, directement impliqués. Et pour les Iraniens, ils ont déjà clairement indiqué ce qui va se passer. L'Iran cherche à obtenir une dissuasion maximale. Ils ont déclaré « Toute attaque contre nous sera considérée comme une attaque d'Israël et des États-Unis, et nous nous réservons alors le droit de frapper des cibles américaines dans la région, des cibles militaires, ainsi qu'Israël. » Donc, c'est très complexe. Pour les États-Unis, il y a beaucoup de risques à évaluer ici par rapport aux bénéfices, et je ne vois aucun avantage à court terme pour les États-Unis. C'est là le problème. Il n'y a aucun gain immédiat. Les États-Unis prendraient donc d'énormes risques. Ils pourraient déployer une force militaire massive sans rien obtenir en retour. Rien de tangible à court terme. Ce n'est généralement pas une bonne équation politique, surtout pour un président transactionnel comme Donald Trump. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous observons cette pause stratégique. Et je ne vois vraiment pas, à moins qu'il n'existe une arme miracle, ou un nouveau missile THAAD perfectionné, ou un David's Sling 3.0, comment Israël pourrait se protéger d'un barrage de missiles soutenus, des salves provenant de la République islamique d'Iran, du CGRI. Je ne le vois tout simplement pas, car ils n'ont pas tout donné la dernière fois. Et nous savons tous, Nima, que si cela avait continué, si la guerre de 12 jours avait duré 24 jours, cela aurait déstabilisé le gouvernement Netanyahou. Et non seulement cela, mais cela aurait porté un coup terrible. Les dégâts étaient déjà considérables en Israël, y compris sur des installations militaires à l'intérieur du pays. Les Iraniens ont causé de vrais dommages. Si cela avait duré 2 semaines, je pense vraiment qu'on aurait pu assister à une fracture potentielle de la société israélienne, à la remise en cause de la continuité même de la société israélienne. C'est pourquoi les Israéliens ont supplié les États-Unis d'intervenir et de lancer l'opération Marteau de minuit, afin de mettre un terme au conflit à ce moment-là, car il était clair que l'Iran disposait encore de suffisamment de munitions pour continuer, tandis qu'Israël n'avait plus rien pour riposter. Et il en va de même pour les États-Unis. Combien de temps peuvent-ils continuer à maintenir un bouclier protecteur autour de l'État d'Israël, surtout, Nima, si les Saoudiens ont fermé leur espace aérien ou si les Irakiens ont officiellement fermé le leur? Alors vous savez, il existe encore des moyens d'attaquer l'Iran. Mais l'équation devient soudainement beaucoup plus complexe à ce stade, et de nombreux problèmes peuvent surgir sur le plan tactique pour les États-Unis. Donc ce qu'il reste, et je vais conclure là-dessus, Nima, puis nous pourrons entrer dans les détails, ce n'est pas une désescalade de la part des États-Unis. Ce n'en est pas une. C'est une pause. Israël est clair sur ce qu'il veut. Nous savons que ce que Washington veut, c'est ce qu'Israël veut. Il n'y a aucune différence entre eux. Je vois donc cela comme une pause tactique que l'administration Trump va essayer d'utiliser pour créer une certaine forme de levier tactique. Mais la question demeure,
Dans quel but? Juste pour mener une guerre au nom d'Israël. Just to have a war on behalf of Israel, because that's the only thing I can see. Parce que c'est la seule chose que je vois. Les États-Unis ne s'intéressent pas à un accord nucléaire. Ils en avaient déjà un. Ils sont pratiquement en train de reconstruire le JCPOA. Je veux dire, Moscou semble être exactement revenu à la situation d'avant avec l'accord nucléaire iranien, que Trump a essentiellement réduit en miettes après la première année de son premier mandat, et maintenant ils y retournent. Donc, pour moi, c'est complètement insensé. Mais cela montre bien tout ce théâtre venant de Washington. Faire semblant de vouloir la paix, faire semblant de vouloir un accord. Pas un traité, mais un accord. Qu'est-ce qu'un accord? Un accord peut être modifié en un instant. Personne ne sait ce qu'est un accord avec Trump. Ça change toutes les 24 heures. C'est bien là le problème. Exactement. On le ressent quand on est en Iran. On voit bien que personne ne croirait que Steve Witkoff puisse être un négociateur fiable, car il trompait littéralement les Iraniens avant l'attaque israélienne contre l'Iran. C'est vrai. C'est, à mon avis, le pire cas concernant Witkoff au cours des 12 derniers mois, après celui de Gaza. Je pense que c'est l'un des comportements les plus dévastateurs de la part de Steve Witkoff. Et quand on regarde la situation ici en Iran, ils disent que personne, ni dans le renseignement, ni dans l'armée, n'est optimiste quant à une issue positive des négociations. C'est pourquoi ils sont totalement préparés, à 100%, à défendre l'Iran. Ils ont déclaré que s'ils estiment que les Israéliens ou les Américains attaquent l'Iran, ils réagiront immédiatement. Ils ne vont pas faire preuve de patience face à une quelconque attaque. D'un autre côté, nous savons que Donald Trump n'est pas vraiment intéressé par des guerres prolongées. Il n'en a pas la volonté. À mon humble avis, je pense que Donald Trump ne veut pas dépenser de l'argent pour quelque chose dont il ne tire aucun bénéfice. Il ne tire aucun avantage d'un conflit. C'est là, selon moi, la clé lorsqu'il s'agit de Trump et d'une guerre avec l'Iran. Nous avons appris, grâce aux médias dominants en Occident, que les conseillers de Trump lui ont dit que s'il déclenchait une guerre contre l'Iran, elle ne serait pas rapide. Ce serait une longue guerre d'usure, éprouvante, qui apporterait beaucoup de complexité et beaucoup de munitions dans la région. Ce serait énorme si cela se produisait. Et la région sera, comme l'a mentionné le guide suprême de l'Iran, vous savez, le théâtre d'une guerre régionale. Ce ne sera pas une guerre uniquement entre l'Iran et les États-Unis ou Israël. À quel point, selon vous? D'un autre côté, je pense encore que l'attaque pourrait survenir à tout moment, comme nous en avons parlé, dans 30 minutes, dans 2 heures. C'est la fragilité de la situation à laquelle les négociateurs iraniens sont confrontés, à mon avis. Jusqu'où pensez-vous que les États-Unis pourraient aller contre l'Iran s'ils décidaient d'attaquer? Parce que Netanyahou dit que si nous ne pouvons pas atteindre nos conditions, si nous ne pouvons pas imposer notre point de vue aux États-Unis, à l'Iran ou à tout accord possible entre les deux parties, alors nous attaquerons l'Iran unilatéralement. Comment voyez-vous l'ensemble de la situation en tenant compte des États-Unis et d'Israël? Eh bien, vous savez, si Israël attaque l'Iran unilatéralement, alors, cela va, premièrement, si c'est une attaque conventionnelle, provoquer des représailles. Si c'est plus qu'une attaque conventionnelle, on parle alors de tactique. Le simple fait que nous en parlions est un énorme problème, que nous mentionnions même des armes nucléaires tactiques, ou même stratégiques, thermonucléaires à grande échelle. Le fait que cela entre même dans l'équation, dans la conversation, est profondément inquiétant. C'est justement ce que les États-Unis et les grandes puissances sont censés faire, dissuader cette possibilité. Cela nous ramène aussi à l'une des questions fondamentales dans tout cela. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, il y a 3 semaines, Donald Trump disait « Oh, nous devons protéger les fragiles pousses vertes de la démocratie qui germe à Téhéran, les manifestants pacifiques. » C'est pour cela que nous rassemblons une armada au large du golfe Persique, dans le golfe d'Oman, pour protéger la démocratie. Donc c'est comme si nous revenions à Samantha Power. D'accord, nous revoilà avec John Bolton, Samantha Power encore, Obama et les néoconservateurs. Et puis 2 semaines plus tard, il ne s'agit plus de démocratie, mais du programme nucléaire. Oh, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Un autre tweet furieux de ce président capricieux. Et je pensais que vous aviez détruit leur programme nucléaire. Je pensais que tout cela était réglé en juin, M. Trump. Apparemment non. Et maintenant, quelques jours plus tard, il change encore de cap. Non, non. Ce sont les missiles balistiques. Ce sont les ICBM. Ce sont les missiles balistiques. Ils ne peuvent pas avoir de missiles. Ils ne peuvent pas avoir de missiles. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir d'autre? C'est la direction. Non, non, non. Maintenant, c'est la direction. Nous avons besoin d'un changement de régime. Nous devons faire un Maduro. Tu dois démissionner ou nous allons le tuer. Ou probablement, nous ne pourrons pas le kidnapper. Et ensuite, quelle est la suite? Donc toutes ces choses, pourquoi? Rien de tout cela n'est crédible. Rien de tout cela n'est crédible du tout. Alors, si c'est à propos de, prenons simplement la question nucléaire, parce que c'est celle autour de laquelle tout le monde pourrait au moins se rassembler pour trouver une solution, puisqu'ils l'ont déjà fait auparavant, avec le plan d'action global commun, l'EDSIM. JCPOA plan, the P5+1, okay? Let's just take that for a minute. Now, D'accord, prenons cela un instant. Maintenant, je me souviens, je crois que c'était il y a 1 an, un peu plus d'1 an, j'ai publié mon plan de paix sur X. J'ai conseillé au gouvernement iranien que nous devrions conclure un autre JCPOA. Cependant, comme le premier a échoué et que nous avons déjà été attaqués par Israël, l'Iran serait très heureux de signer un nouveau JCPOA avec Trump, avec Moscou prenant l'uranium enrichi par l'intermédiaire de Rosatom. Nous pouvons faire cela. Cependant, à une seule condition. Israël doit s'ouvrir aux inspections de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et doit signer un accord de non-prolifération comme tout autre État nucléaire. Parce qu'il n'est juste à aucun niveau que les États-Unis puissent bombarder et attaquer une nation souveraine sur la base d'une menace nucléaire pour laquelle ils n'ont aucune preuve qu'il existe ou qu'elle soit en train de développer une arme nucléaire. Et ils ont le droit de le faire. Et même le pays qui pousse les États-Unis à agir ainsi, le pays qui se réserve le droit de frapper unilatéralement la République islamique d'Iran, abrite lui-même un arsenal nucléaire secret estimé entre 70 et 300 ogives. Donc ils devraient eux aussi être soumis à des inspections si l'objectif est de mettre l'Iran sous pression et de le tenir pour responsable, de tenir le régime pour responsable. Eh bien, qu'en est-il d'Israël? C'est de loin le principal agresseur de la région. Et il possède des armes nucléaires, mais personne n'a le droit de les connaître ni de les voir. En réalité, Israël a été, et c'est le jeu que tous ceux qui prêtent attention ont compris depuis longtemps, parce qu'il possède un arsenal nucléaire non déclaré, le seul pays au monde à bénéficier d'un tel privilège. Ils sont capables de faire chanter chaque pays, y compris les États-Unis d'Amérique. Le livre de Seymour Hersh, The Samson Option, n'est qu'un exemple de ce à quoi ce chantage nucléaire pourrait ressembler. Donc, si l'on parle d'équité, de réciprocité, de justice internationale, de création de la paix dans la région, c'est tout de même un peu fort qu'un pays poursuivi devant la Cour internationale de justice pour génocide, tout en abritant un arsenal nucléaire secret, se permette de faire la leçon aux autres et de désigner qui sont les menaces en Asie de l'Ouest. Je veux dire, à ce stade, cela ne devrait plus prêter à rire.
Les Européens et tout le monde devraient bientôt ouvrir les yeux. Je pense que la Russie et la Chine comprennent mieux le jeu et qu'elles le jouent avec beaucoup de prudence. Je pense que la Russie a fait un grand geste. Poutine a essentiellement dit « Hé, je suis là pour aider. Nous prendrons l'excédent d'uranium enrichi, exactement comme nous en étions au cours du premier mandat de Trump, avant qu'il ne détruise le JCPOA. » Mais il a détruit le JCPOA sur ordre direct du bureau de Benjamin Netanyahou, qui fait ensuite passer ses ordres par le lobby israélien. Puis le président subit la pression de tous les membres du Congrès et des sénateurs. Un président qui veut maintenir le gouvernement ouvert, malgré le déficit budgétaire et les fermetures administratives. Il y a toujours une crise à Washington. Le lobby israélien est très habile pour exercer des pressions dans ce genre de situation afin d'obtenir ce qu'il veut en utilisant le Congrès et le Sénat, dont, je dirais, environ 70% sont achetés et payés par le lobby. Mais encore une fois, ce lobby ne fait en réalité que suivre les directives de Tel Aviv, du bureau de Netanyahou. Voilà ce qui se passe vraiment, et le reste n'est en grande partie que du théâtre. Donc oui, ce n'est certainement pas une désescalade. Je pense que ce que les États-Unis doivent évaluer, Nima, ce ne sont pas seulement les gains minimes qu'ils pourraient obtenir en frappant l'Iran, quelle que soit la raison pour laquelle ils choisiraient de le faire. C'est la possibilité de pertes négatives, des pertes négatives, même s'ils dépensent un énorme arsenal et tout le reste. Et l'autre problème, c'est que les États-Unis ont tellement d'actifs navals stationnés dans la région. C'est extrêmement dangereux. La dernière fois que ça s'est produit, c'était pendant la guerre Iran-Irak, vers la fin, entre 1987 et 1988, lors des guerres des pétroliers, qui furent un désastre total. Je veux dire, la situation est bien plus complexe aujourd'hui dans la région, car à l'époque, c'était les États-Unis qui escortaient les pétroliers koweïtiens. Et c'est assez ironique que les États-Unis aient alors changé le pavillon de tous les pétroliers, alors qu'aujourd'hui, ils font la leçon aux Russes à propos du repavillonnement des navires. Mais les problèmes étaient énormes. C'était très compliqué. Même un cuirassé américain a été touché par, je crois, un missile Exocet irakien et 37 marins américains ont été tués. Les États-Unis ont également abattu un avion de ligne iranien, je crois que c'était le vol 665 ou quelque chose comme ça, un incident célèbre qui a tué tout le monde à bord. C'est le genre de complication à laquelle on va être confronté si, par exemple, le détroit d'Ormuz est fermé. Je ne pense pas que l'Iran va miner le détroit, mais ce n'est pas à exclure. Les États-Unis voudraient soit empêcher l'Iran d'envoyer du pétrole vers la Chine ou l'Asie, soit escorter leurs alliés pour permettre à leur carburant de sortir. Je ne pense pas que cela va bien se passer cette fois-ci, car l'Iran est aujourd'hui bien mieux équipé qu'il ne l'était en 1987. Vous savez, avec des missiles anti-navires, cela ne va tout simplement pas se produire. Tous ces éléments doivent être pris en compte par les Américains. Ils ne vont pas forcément obtenir un très bon résultat. Et d'ailleurs, les images d'un navire américain en feu et en train de couler, c'est ce qui a mis fin brutalement à ce conflit. C'était aussi une très mauvaise image pour Washington à l'époque. Maintenant, imaginez que cela se reproduise et que la personne à l'origine de tout cela soit Donald Trump. Le prix politique à payer, il est déjà en chute libre dans les sondages. Je veux dire, la cote de popularité de Donald Trump chute à une vitesse incroyable. Sur le plan politique et intérieur, aux États-Unis, avec le fiasco de l'ICE, l'effondrement de ses sondages et les élections de mi-mandat qui approchent en novembre, je ne pense pas qu'il puisse se permettre de déclencher une autre guerre, surtout après avoir mené sa campagne en se présentant, tu sais, comme le président de la paix. Il avait dit qu'il ne lancerait pas de guerre de changement de régime. Et le voilà,
non seulement en train d'en commencer une, mais potentiellement de déclencher une guerre régionale qui pourrait très facilement se transformer en conflagration mondiale. Très, très facilement. Et tout est en jeu en ce moment. Alors, tu sais, je pense qu'ils pensaient, Nima, qu'ils pouvaient amplifier les émeutes et déstabiliser suffisamment la police, la société et le gouvernement iranien pour ensuite intervenir avec une certaine force militaire afin de créer encore plus de chaos et que cela encouragerait d'une manière ou d'une autre un soulèvement. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a clairement pas fonctionné pour les Israéliens et les Américains et ils ont essentiellement dû, tu sais, s'exfiltrer de cette situation. Je pense qu'ils croyaient vraiment pouvoir mener une opération de changement de régime à faible coût et à faible risque. Peut-être qu'ils se sentaient un peu trop confiants après le Venezuela, pensant pouvoir en réussir un autre coup de maître. Mais cela ne s'est pas produit. Nous voilà donc dans la situation actuelle, qui est un grand face-à-face. Et encore une fois, Nima, il ne s'agit pas seulement de l'Iran, des États-Unis et d'Israël. Nous parlons de l'Irak, nous parlons de l'Arabie saoudite, nous parlons de Bahreïn, nous parlons de la Jordanie, nous parlons de la Turquie, nous parlons des Émirats arabes unis, nous parlons du Yémen. Il n'y a aucun moyen que l'Arabie saoudite mène une guerre sur deux fronts contre le Yémen et l'Iran. Ce serait une catastrophe, et l'Arabie saoudite sait qu'elle perdrait. À ce moment-là, elle pourrait dire adieu à ses raffineries de pétrole. Les Émirats arabes unis paieraient eux aussi un prix énorme. C'est pourquoi les Arabes du Golfe formulent leurs déclarations avec beaucoup de prudence. Ils ne veulent pas être perçus comme soutenant une guerre d'agression contre l'Iran. C'est donc, comme tu le vois, une situation très complexe et très compliquée.